Raconte-moi un petit peu ta philosophie du foot. Je me souviens par exemple que tu m'avais dit il y a longtemps que tu es le genre de mec qui préfère mettre un petit pont que marquer un but. T'aimes faire briller les autres, t'aimes faire le spectacle. Ta philosophie du foot, elle est différente de la philosophie du moment. Et toi, t'étais un peu un romantique. Moi, j'ai joué toujours à foot avec ma personnalité ensemble. Et moi, j'aimais toujours de faire content quelqu'un d'autre. J'aimerais que l'autre il est content, qu'il joue bien, qu'il est heureux, qu'il vienne à l'entraînement avec plaisir. Ce sont des choses que, dès petite, j'ai toujours fait. Si je voyais quelqu'un qui n'était pas content, moi, j'étais le premier d'aller parler. Qu'est-ce qui se passe? Hey, on va jouer ensemble, on fait des trucs. Toujours pour essayer de que l'autre, il est bien, il est content, il joue ensemble, il fait bien les choses. Et alors, c'est vrai, dans le football qu'on vit aujourd'hui, c'est des statistiques. Si tu marques, si tu fais des passes, si tu fais des courses, si tu fais plus de vitesse que l'autre. Si tu as toutes les qualités, tu vas jouer. Et l'autre, s'il a marqué 3 buts ou il a fait un match exceptionnel en défense, positionnement, en coupé de ballon et tout, n'importe pas. Le plus important, c'est les statistiques. Moi, j'ai eu la chance parce que j'ai joué 10 ans, 15 ans avant. Parce que maintenant, je pense que pour moi, c'était très difficile. De l'ère QSI, au PSG, l'ère des Qataris, tout. Je pense que les supporters du PSG, si j'étais supporter du PSG, il y aura 3 joueurs qui m'auront marqué personnellement. 3 joueurs qui seront un peu dans le cœur. Je sais pertinemment qu'ils sont dans le cœur des supporters parisiens de cette époque-là. Ce serait Cavani, ce serait Matuidi. Et ce sera le mec que vous voyez apparaître là sur votre écran. Ces 3 joueurs-là, pour moi, ont incarné ce que les supporters du PSG voulaient voir avec leurs joueurs. Loin des péripéties de sorties extravagantes de Neymar, loin de l'individualisme de Kylian Mbappé qui au final ne pense que à lui, à son truc, et essaie de mener sa carrière comme son idole Cristiano, loin de comment on appelle ça, je dirais pas un peu l'arrogance, mais il a beaucoup apporté au club. Zlatan Ibrahimovic, qui est quand même important aussi dans l'histoire du club parce qu'il a quand même apporté une certaine forme de, quand il était là, il y avait une certaine forme de professionnalisme un peu dans le club, une certaine forme un peu de, il avait renforcé l'institution PSG. Vous connaissez les anecdotes de Bodmer par rapport à ça, les anecdotes sur le truc. Et c'est tout ça que quand j'avais fait mon sujet même sur Ibrahimovic, je disais toujours qu'Ibrahimovic serait un incroyable directeur sportif. Et preuve en est, je me rappelle même avoir dit ça. Le championnat italien. Le Milan, c'était nulle part. C'est Ibrahimovic qui revient avec des structures à la fin de sa carrière, avec son expérience du haut niveau, parce que tu parles quand même de quelqu'un qui a joué sur 4 décennies dans des grands clubs. Il a apporté ça un peu dans des clubs un peu comme le PSG et le Milan, c'est qui était en lambeau. Et ça, je peux le reconnaître. C'est pour ça que je me dis, Ibrahimovic, dans sa carrière, sera un excellent directeur sportif. Ça, il n'y a rien à faire. Il sera un excellent directeur sportif. Peut-être l'un des meilleurs directeurs sportifs de l'histoire. Avec l'expérience qu'il a, le truc de la tenue au niveau, Ibrahimovic sera un excellent directeur sportif. Je pense que même si je suis le Milan AC, je le mettrais même déjà dans cette position. Oui, j'avais dit ça et c'était 3 semaines, 1 mois avant qu'il ne tue qu'au Milan AC. Je me disais, si le Milan AC veut vraiment un directeur sportif qui peut être crédible et qui peut être un truc avec un beau pédigré, un peu une bonne carte de visite et quelqu'un qui sait tenir vraiment une institution et un vestiaire, ils doivent prendre Ibrahimovic. Et je l'avais prévu 1 mois avant. 1 mois avant que le Milan AC le fasse. Je me rappelle, c'était au début de la page. J'avais fait ce sujet sur Ibrahimovic. C'était un très beau sujet. C'est pas forcément bien monté, hein, mais ça fait partie des beaux sujets que j'ai fait. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en description. Donc, voilà ce que je trouve un truc. Verratti, bon, il est aimé des supporters. Il est détesté de certains d'autres, mais surtout aimé quand même des supporters, même si bon, le mec il aimait trop la chicha. Voilà, mais
Pastore reste pour moi le plus beau joueur de l'ère QSI au PSG. Pastore, c'est un certain type de foot. C'est le foot qu'on aime. Vous avez mis cette introduction là, ça résume parfaitement un peu le foot et ce qu'il est devenu. Le foot, ce n'est pas des stats. Le foot, c'est pas des buts, des passes décisives. Le foot, c'est avant tout un jeu. Et un jeu où on essaie de prendre du plaisir. On essaie de gagner. Mais en gagnant, en prenant du plaisir et en donnant du plaisir aux autres. C'est avant tout ça, le football. Et les joueurs comme Pastore, c'est des joueurs qui font que tu pars au stade. C'est même pas des Mbappé. Hein. Tu ne pars pas au stade pour les Mbappé. Tu pars au stade pour des Pastore. Parce que des Pastore, ça te rappelle quoi? Ça te rappelait des Riquelme. Ça te rappelait des Zico. Ça te rappelait des Zidane. Ça te rappelait des Enzo Francescoli. Ça te rappelait des Rui Costa. Et j'en passe, un passe. Des numéros 10 à l'ancienne qui sont capables de fulgurance, qui éclairent le jeu, qui fait lever un stade sur un truc. Je parle de son but contre Chelsea. Je parle de ses matchs parfois contre le Barça. Je parle de match retour contre le Barça, là où ils font un match nul 2-2. Même s'il se qualifie pas, je pense aussi à des matchs de Barça en poule aussi. Il avait des matchs là. Je me rappelle son match à Lyon, la première saison. Pastore, c'était ça. C'est pour ça que moi, si j'étais supporter du PSG, ce joueur-là, je le tiendrais dans mon cœur. C'est le plus beau joueur de l'histoire du QSI. Beaucoup plus aimé que Mbappé. Beaucoup plus aimé. Je suis supporter, je vais beaucoup plus aimer ce mec-là que Mbappé parce que Kylian, je risque de me répéter, Kylian, c'est lui et sa gueule, lui et ses stats, lui et sa légende personnelle, je la partage pas avec les autres. Regardez, quand il est même parti, j'avais l'impression que les supporters du PSG disaient bon débarras, c'est exactement comme CR7, hein. CR7 au Real Madrid. Quand il est parti, les gens ont dit bon, fous-nous le camp. Si tu veux partir, tu pars. Hein. Merci pour tes buts, merci pour tes trucs, mais on va pas mal dormir. La preuve en est, ils ont gagné 2 Ligues des Champions sans lui. Donc c'est ça. C'est ça avec Pastore. Pastore, quand tu regardes un peu son parcours où il avait commencé, je sais plus comment, avant Huracan, il était dans un club là. J'ai oublié un peu le nom du club. Le nom du club c'était Talares. C'était là où il avait commencé un peu sa carrière parce qu'il est formé là-bas. Et puis Huracan. Et moi, la première fois où je le découvre, c'est vraiment dans les années 2009-2010 quand il signe à Palerme. Et Palerme où il forme un fabuleux trio d'attaquants avec Fabrizio Miccoli et Edison Cavani. Fabrizio Miccoli, d'ailleurs, même, il faut que je fasse un peu une j'essaierai de faire un sujet parce que quand j'étais vraiment petit, c'était un de mes joueurs italiens préférés, Fabrizio Miccoli. Fabrizio Miccoli, je l'appelais un peu petit Del Piero là, parce que c'était un mec, si je me trompe pas, qui était formé à la Juve, mais qui était tellement prêté partout. Si je me trompe pas, c'était un gars qui était, bon, il n'était pas formé à la Juve, mais la Juve le prêtait énormément, tout le temps, si je me souviens bien à l'époque. Et je me rappelle, moi, je l'avais découvert à l'époque où il était à Pérouse. Il était très beau joueur, très beau joueur. Et cette période de Palerme là, lui et Edinson Cavani, ils faisaient partie des belles équipes un peu du championnat italien qui pratiquaient un beau jeu, qui pratiquaient un truc où ils étaient à 2 doigts d'obtenir, je sais pas si c'était la saison 2010, à 2 doigts d'obtenir qualification en Ligue des Champions à l'époque là. Moi j'adorais Palerme, hein. J'adorais regarder Palerme. C'est là où j'ai découvert Pastore. Je me disais peut-être là ils ont le futur Riquelme là. Il était parti à la Coupe du Monde 2010 où globalement c'était pas, il était remplaçant et tout, mais c'est son arrivée au PSG où Pastore c'était celui qui a ouvert le bal vraiment des superstars en devenir du PSG. Et à l'époque, il était le transfert le plus cher de l'histoire de la Ligue 1. C'était 42 millions, si je me souviens bien, quand il est venu au PSG. Et moi, je me rappelle cette première saison, qui était un peu une saison, un peu, on va dire, un peu une saison d'introduction, un peu en dents de scie, quelque chose comme ça, mais qui avait été pour des performances marquantes un peu. Je me rappelle le match contre Lyon. C'était vraiment incroyable de voir un joueur de football comme ça.
moi j'étais tombé amoureux de Pastore à l'époque. J'ai dit, waouh, la Ligue 1 peut se dire qu'on a vraiment eu un très beau joueur. Mais dès l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, les clés du camion qu'on lui avait donné pour le PSG ont changé. Et ça a été un peu le début je dirais pas du calvaire, mais de la période un peu moins dorée, un peu de Pastore, parce que dans le style de jeu là où il était, il a besoin d'être au centre de l'équipe. On avait donné les clés du camion à Ibrahimovic, et Ibrahimovic c'est quelqu'un aussi, un attaquant qui aime beaucoup participer au jeu, beaucoup reculer, ça a fait que Pastore on le fasse un peu déporter sur le côté. Si vous vous rappelez bien, soit il jouait sur le côté, soit il jouait milieu 8 dans un 4-3-3, ce qui fait que ça a un peu freiné un peu sa carrière, outre les blessures, outre le fait qu'il était un peu aussi, on le trouvait, je me rappelle à l'époque les supporters le trouvaient un peu indolent, nanani, mais moi je pense que au final c'était beaucoup plus profond que ça. C'était l'avancée du foot moderne qui prenait les gens son pas. Parce que quand vous remarquez tous ces joueurs là, les profils là, Pastore, Rick, Pastore, Ozil, Forsberg, c'est tous des joueurs qui avaient une certaine qualité, qui étaient des numéros 10, tu vois. Au fur et à mesure que le temps est passé, ces numéros 10 là disparaissaient parce qu'on ne savait plus où les placer. Le football devenait, ces 10 là étaient remplacés par des 8 techniques ou des 6 devant la défense qui sont techniques. La plus-value, et ça aussi c'est l'impact barcelonaise avec l'émergence des Iniesta, des Xavi, des Busquets qui ont fait que les numéros 10 disparaissent et se morfont en 8, en 6 et tout, parce qu'on ne demande pas seulement d'être techniquement bon, d'avoir une vision de jeu, on te demande aussi de savoir défendre, de savoir d'avoir du coffre, et aussi l'émergence aussi des joueurs ailiers, Cristiano Ronaldo, qui est aussi un très grand responsable de ça, ces stats de ouf, ce truc, le changement du poste d'ailier qui atteint où le poste d'ailier n'est plus seulement de percuter pour pouvoir avoir des centres, mais d'être une sorte de faux deuxième attaquant. C'est l'émergence de ces joueurs là, parce que regardez toutes les stars maintenant mondiales, c'est ça, c'est que des joueurs sur le côté. Ce qui fait même en plus aussi que le rôle de neuf a disparu. Ça c'est aussi les trucs de Guardiola. Le faux neuf là, où c'est les joueurs des ailes là, on a vu avec Guardiola et Messi, on l'a vu avec le Real Madrid et la BBC où Benzema jouait un faux neuf et les flèches qui sont sur les ailes. C'est maintenant les ailiers qui sont beaucoup plus favorisés. C'est pour ça que maintenant la foire est au stade, et ça a permis à ce que ce type de joueurs que j'aime, Forsberg, Ozil, Pastore, disparaissent au fur et à mesure que le football a avancé. Et moi, ça me peine un peu parce que si on a aimé le football, c'est pour des gens comme ça. C'est non pas pour faire un peu le vieux con ou pour faire le truc. Je peux comprendre un peu Rest in Peace Didier Roustan, ce qui pensait un peu de ce foot-là. On part pas au stade pour regarder Mbappé. On va pas regarder stade pour regarder même des Cristiano Ronaldo. Hein. On part au stade pour regarder des Pastore. Parce que le football peut être magique quand on regarde ces genres de mecs-là. Le football, c'est un plaisir. Le football, c'est le partage. Comme vous l'avez vu à l'intro. On est plus heureux quand on fait une passe que marquer un but. On est plus heureux quand on partage le ballon, quand on fait... C'est pour ça qu'on a aimé les Zidane. Le foot, c'est avant tout un jeu. Un jeu qu'on cherche à gagner. Mais un jeu. Et le jeu là, sans le plaisir, sans le truc qui est seulement dans l'excès de compétition, vous tuez ce sport là. Et comme vous ne tuez des génies comme Pastore. Parce que votre football moderne a tué un joueur comme ça. Maintenant, est-ce qu'on aura encore une résurrection des numéros 10? Je ne pense pas. J'espère que ça changera. J'espère qu'on reviendra un peu à un autre type de foot. Parce que le football là commence à devenir trop bidon. Mais moi, je voulais faire seulement un peu cette courte vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur le footballeur. Pour rendre hommage un peu à un prototype. Je voulais faire sur les numéros 10. Je me dis non, je vais juste prendre Pastore pour résumer un peu ce que je pense un peu par rapport à ça.
pour rendre hommage à un fabuleux joueur de foot qui a été Pastore. Ça a été un fabuleux joueur de foot et les supporters ne s'en démordent pas. Ils savent. C'est lui qu'ils ont aimé. Ils ont aimé. Non, ils n'aimeront pas Mbappé comme ça. Les souvenirs qu'il a laissés au parc par rapport à son style de jeu, nous rappelle que le foot avant tout, c'est un jeu. Et le moment où avant des business, avant la politique, le football est un jeu. Et ça, c'est ce que des joueurs comme Pastore nous rappellent. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.